Un astronaute amateur meurt en essayant de prouver que la Terre est plate. Vous avez peut-être vu passer ça dans les médias. Et il y a un secret qu'on vous a pas dit. Mad Mike, un platiste, voulait atteindre 1500 mètres de haut et photographier la preuve que les gouvernements lui mentent. Sauf que le parachute qui devait le ralentir s'est ouvert au décollage. La fusée s'écrase, il ne survit pas. L'histoire est en réalité plus complexe que ça. Déjà, il n'en était pas à son premier essai. Des fusées, il en a construit plusieurs. Certaines n'ont jamais décollé, d'autres ont atteint des centaines de mètres et ça lui a déjà valu des séjours à l'hôpital. Mais surtout, c'était pas vraiment un platiste, mais un cascadeur qui rêvait de se projeter dans les airs avec une fusée faite maison. Le truc de la Terre plate, ça lui a juste fait de la pub pour récupérer de l'argent facilement. C'est ses proches qui l'ont révélé après son décès. Mad Mike s'inscrit juste dans la longue lignée des scientifiques amateurs qui se sont brûlés les ailes en tentant de défier la gravité. Par exemple, est-ce que vous connaissez Otto Lilienthal, un Allemand qui va passer une grande partie de sa vie à étudier les oiseaux et l'aérodynamisme dans l'espoir de développer des ailes pour que les humains puissent voler? Bah, il a réussi. Bon, c'est plus des planeurs porteurs d'hommes que des ailes, mais c'est hyper impressionnant. On est à la fin du 19e. Faisant plus de 2000 vols planés avec ses différents engins, ses recherches sont directement à l'origine du premier avion à moteur des frères Wright. Pourtant, en 1896, alors qu'il saute de la même colline que d'habitude, un courant d'air chaud lui fait perdre le contrôle de son appareil. La chute dure 15 mètres. Au sol, il est conscient. Faut juste que je me repose un peu, ça va aller. Sur le chemin de l'hôpital, il sombre dans le coma, puis meurt le lendemain. 100 ans avant lui, il y a eu Jean-François Pilâtre de Rosiers, un chimiste français passionné par les frères qui ont inventé les montgolfières, l'un des 2 premiers êtres humains à voler dedans, participant aux tests ainsi qu'aux vols de démonstration. Petit à petit, il devient spécialiste des ballons, fabriquant ou réparant ses propres engins. C'est comme ça qu'il décide d'être le premier à traverser la Manche par les airs. Comme une montgolfière classique n'aurait pas assez d'autonomie pour faire le chemin, on invente un ballon mixte, à la fois porté par de l'air chaud et du gaz. Malheureusement, un autre Français réussit la traversée en sens inverse avant lui. Rosier est carrément dégoûté. Mais il continue de travailler sur son ballon, d'étudier les vents, puis finalement s'élance le 15 juin 1785. Quelques minutes seulement après le décollage, il perd le contrôle du ballon qui se dégonfle et vient s'écraser sur les côtes françaises, faisant de lui et son compagnon de bord les 2 premières victimes de crash aérien de l'histoire. D'ailleurs, son rival, Blanchard, lui aussi perdra la vie quelques années plus tard, victime d'une attaque lors d'un vol, se retrouvant incapable d'alimenter le feu de son ballon, qui s'écrase. Il meurt 1 an plus tard des suites de ses blessures. La quête de l'éternelle jeunesse. Est-ce qu'échanger son sang avec celui d'une personne plus jeune en meilleure santé peut vous faire vivre plus longtemps? Cette question, je la trouve fascinante. Ça fait des siècles qu'on se la pose, des vampires à l'adrénochrome sur TPMP. Si bien que certains en ont fait une réalité. En 1490, le pape Innocent VIII tombe gravement malade. Alors, on lui propose de boire du sang. On parle souvent de cette histoire comme de la première transfusion sanguine. C'est faux. Les premières mentions de ce cas ont grand max 200 ans et racontent qu'un médecin juif le conseillait. Ouais, c'était de la propagande antisémite. Il y a quand même Elisabeth Barthori, la comtesse sanglante. Au XVIIe siècle, elle tue 650 jeunes, se baignent dans leur sang pour obtenir la jeunesse éternelle. Là encore, un poil exagéré, on connaît pas le nombre de victimes. Puis leur sang ne l'intéressait pas. C'était plutôt un délire sadique, quelqu'un qui aimait torturer. Pire, on n'est pas certain qu'elle ait vraiment tué qui que ce soit. À l'époque, la plupart des confessions l'incriminant ont été obtenues sous la torture. Cette légende du sang qui rend immortel, elle est pas si stupide que ça. Preuve, des scientifiques ont testé, ils ont connecté les vaisseaux sanguins de jeunes souris à ceux de plus vieilles pendant plusieurs mois. Ces dernières vivent 6 à 9% plus longtemps. Une fois le partage de sang et d'organes terminé, elles avaient même été un peu rajeunies. Pour qu'on en arrive à ce niveau de connaissance sur la transfusion, des personnes avant nous ont dû expérimenter. Pour le meilleur, comme pour le pire. Voici Alexander Bogdanov, une légende de la révolution bolchevique. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo. Après s'être écarté de la vie politique, il va dans les années 20 se passionner pour les transfusions. Ça fait seulement quelques années qu'on a découvert le concept de groupe sanguin et qu'on commence à les utiliser en médecine. Pour lui, c'est une obsession. Convaincu qu'on vieillit parce que nos cellules, nos organes se désorganisent et se dégradent. Donc, en se mélangeant avec du sang neuf plein de cellules fraîches, on pourrait se réparer de l'intérieur. Il fait des tests sur lui-même, affirmant voir sa santé s'améliorer. Aussi, certains de ses amis soignés d'anémie, on lui confie la création de l'Institut scientifique d'hématologie et de transfusion sanguine, la première au monde. Entre 1926 et 1928, plus de 500 transfusions y ont lieu.
Bon, c'était sous le régime soviétique, donc sans accès à toutes les données, on ne peut affirmer que tout s'est bien passé. Ce qui est sûr, c'est que Bogdanov, lui, croit dur comme fer à sa théorie. Alors un jour, il décide de mélanger son sang avec celui d'un étudiant atteint de malaria et de la tuberculose. Au bout de 3 heures, il commence à se sentir mal, son agonie va durer 15 jours, il ne survivra évidemment pas. Certes, pionnier de la transfusion sanguine, les travaux de Bogdanov n'ont finalement pas eu beaucoup d'impact. C'était un auteur de science-fiction, dans ses ouvrages, la question de sang est omniprésente. Par exemple, L'Étoile Rouge, l'aventure d'un homme qui découvre sur Mars une population socialiste qui allonge sa durée de vie en s'échangeant leur sang. Il y a même un passage où un martien raconte comment un médecin émérite a mis fin à ses jours après avoir trop souffert du malheur de ses patients qu'il ne pouvait aider. Se sacrifier pour la science. Imaginez qu'un virus ravage votre pays, mais vous êtes entièrement convaincu qu'en fait, il n'est pas du tout contagieux, que l'épidémie ne se transmet pas d'être humain à être humain. Qu'est-ce que vous feriez pour prouver votre théorie? Stubbins Firth a choisi la solution la plus simple et aussi la plus dégoûtante, tentée par tous les moyens de s'infecter auprès de patients mourants. En 1793, la fièvre jaune ravage Philadelphie. 10% de la population périt. Une telle catastrophe qu'une grande partie des habitants, des responsables politiques s'enfuient, terrorisés à l'idée d'y laisser la vie. Globalement, la gestion de la crise est catastrophique. C'est l'arrivée de l'hiver et les chutes de température qui vont mettre fin au drame. Ça va mettre la puce à l'oreille d'un étudiant en médecine. First, si le virus disparaît lorsqu'il fait froid, c'est que la température joue un rôle primordial dans sa propagation, pas les malades. Alors, il décide de prouver sa théorie à la dure. Commence par s'allonger dans le lit rempli de vomi d'un malade, en le laissant lui souffler sur le visage. Aucun symptôme. First s'entaille le bras, se met des compresses de vomi noir dessus pour voir s'il tombe malade. Rien de concluant. Donc il la boit, s'en fout dans les yeux, la fait bouillir pour en respirer la fumée. Parfois, il y a de petites inflammations, et rien de plus. Vous devez vous dire qu'à ce stade, ça suffit. Non. Il a pas encore tout testé. Reste la salive, l'urine, même le sang des malades qu'il laisse couler dans ses propres plaies. Attention, la fièvre jaune, ça rigole vraiment zéro. Fièvre, nausées, vomissements, au bout de quelques jours, il y a un risque que la maladie s'aggrave d'un coup. Vous avez l'impression d'être guéri, sauf qu'une fièvre plus violente vous frappe. Vous régurgitez du sang noirâtre, votre urine devient sombre, votre peau jaunie, vous pouvez même saigner des yeux, du nez ou de la bouche. Ça tue la moitié des infectés après une phase de délire, de convulsion, puis un coma. Il n'y a aucun réel traitement. Encore aujourd'hui, elle cause 30 000 morts chaque année. Sauf que même avec ces expériences, Firth survit. Alors, on pense que c'est parce qu'il utilisait des échantillons provenant de patients en rémission, plus vraiment infectés. En réalité, il avait à moitié raison. En fait, la fièvre jaune se transmet par piqûre de moustiques. C'est pour ça que les cas diminuent avec l'arrivée de l'hiver. Ça, on en a eu la preuve seulement un siècle plus tard, quand un groupe de scientifiques américains s'est rendu à Cuba afin de résoudre le mystère. 2 d'entre eux vont volontairement se faire piquer par des moustiques dans l'espoir de choper la maladie. Le premier n'a aucun symptôme, l'autre est infecté, mais survit. Sauf qu'un seul cas, c'est pas assez pour avoir des certitudes. Il aurait pu être au contact d'un malade. Comme une fois guéri de la fièvre jaune, vous êtes immunisé, c'est Lazare, celui qui n'a eu aucun symptôme, qui s'y colle une deuxième fois. Bingo! Sauf qu'il développe la forme la plus grave et meurt en quelques jours, à l'âge de 34 ans. S'il fallait élire un champion de l'expérimentation hasardeuse, ce serait sûrement Carl Schill. Son nom vous dit peut-être rien, pourtant c'est le premier chimiste à avoir identifié tout un tas d'éléments, comme le manganèse, le molybdène, le tungstène, le chlore ou encore l'oxygène. Ce qui le passionnait, c'était de faire des expériences, pas vraiment de publier ses résultats. Du coup, l'histoire l'a parfois un peu oublié. Le plus incroyable, c'est qu'il ne bossait pas dans un labo dernier cri. Pas de four assez puissant pour faire chauffer à très haute température, utilisant tout ce qu'il pouvait pour ses installations. Genre des vessies de bœuf séchées pour étudier les gaz. Forcément, la sécurité n'était pas une priorité. Il n'y avait pas de ventilation, donc il respirait des produits toxiques, ayant même l'habitude de goûter ses découvertes par curiosité. Quand on sait qu'il est le premier à avoir synthétisé du cyanure d'hydrogène, ça explique sûrement sa mort prématurée à seulement 43 ans. Schill, c'est presque une version romancée du scientifique, tellement qu'il réalise qu'à moitié les risques qu'il prend. On aurait pu vous en citer d'autres. Il y a notamment les recherches sur la radioactivité qu'ont fait pas mal de victimes. Vous connaissez Marie Curie, on vous a déjà parlé de Louis Slotin, il y a aussi Elisabeth Fleischmann ou encore Harry Daghlian. Heureusement qu'ils étaient là pour déblayer le terrain, ces explorateurs des sciences. Sans eux, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Alors, leur rendre un petit hommage, c'est le moins qu'on puisse faire.